Vous allez écouter dans un instant l'auteur Yves Ravet lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 21 octobre 2022, à l'occasion de la publication de son livre aux éditions de Minuit, Taormine. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présents ce soir à la rencontre d'Yves Ravet, qui nous fait le grand plaisir et l'amitié de venir une nouvelle fois nous présenter son travail, particulièrement ce soir son nouveau livre, un roman qui s'intitule Taormine, qui est paru en cette rentrée littéraire aux éditions de Minuit, qui a obtenu au mois de septembre le prix des libraires, notamment au Festival de Nancy, le Festival Livre sur la Place. Yves Ravet, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de la librairie. Nous sommes très heureux de votre présence et nous sommes ravis de pouvoir évoquer une nouvelle fois votre œuvre qui est conséquente. Rappelons que Taormine est votre 17e roman, je crois, publié aux éditions de Minuit, après un premier chez Gallimard en 89. Donc 17 romans. Vous avez publié également quelques pièces de théâtre chez Minuit, puis au Solitaire Intempestif. Donc c'est une œuvre prolifique, mais qui est surtout très cohérente, d'une très forte unité de ton, d'ambiance, une écriture qui semble en apparence assez simple, très précise, mais qui ouvre sur des zones d'ombre et voire même sur on peut parler de gouffres de noirceur chez certains personnages. Les personnages et les situations que vous mettez en scène sont toujours très troublants derrière cette apparence de normalité et de raison. Dans ce nouveau roman, Taormine, vous mettez à nouveau en scène un couple de touristes, Melville Hamet et Louisa Gozzoli, qui débarquent en Sicile pour une semaine de vacances qui est censée les aider à ressouder leur couple, à repartir du bon pied après quelques zones de turbulence, comme vous le dites vous-même à un moment dans le livre. Bien évidemment, rien ne se passera comme prévu, et le séjour idyllique tant attendu va se transformer en une longue descente aux enfers, à la suite notamment d'un choc au volant de la voiture de location, un choc nocturne et violent, dont on va découvrir petit à petit les conséquences. Nous aurons l'occasion de revenir sur les différents thèmes qui constituent votre univers, qui sont présents à nouveau dans ce roman, sur votre écriture très particulière, notamment au niveau de l'énonciation, un style qui peut faire dire aux lecteurs qui sont un petit peu familiers de votre livre, en ouvrant à l'aveugle un livre, ça c'est du Yves Ravet, c'est la patte Yves Ravet. En tout cas, c'est ce que je ressens moi à la lecture de chacun de vos livres. Mais peut-être d'abord, avant de vous laisser la parole, pour entendre justement cette écriture, peut-être si vous voulez bien nous lire un extrait du livre. Voilà, bonjour. Je suis content d'être là, voilà, de venir vous voir. Et je vous remercie d'être présent. Vous parliez je vais lire, il n'y a pas de problème, mais vous parliez de location de voiture. Donc ce que je veux dire, c'est que tout se déroule à partir d'éléments, dans ce roman, à partir d'éléments très concrets, comme par exemple, la location d'une voiture, d'une automobile, ce qui engendre plusieurs situations qui sont des situations liées au roman. Voilà. Et en définitive, je voudrais prendre ce parti pris, c'est que le roman, il n'existe que parce qu'il est le contenu d'actions matérielles successives. Par exemple, une voiture, puis après, comme vous avez dit, le choc accidentel. Et puis, s'il y a choc accidentel, il y a automatiquement ou quelque chose ou quelqu'un derrière. On est de nouveau, voilà. Et puis, toutes les conséquences de cet événement par rapport à cette semaine de vacances que se sont promis nos deux protagonistes. C'est un couple. Melville, il s'appelle. Et puis, elle s'appelle Louisa. Et c'est aussi dans l'approche que j'ai d'eux, une histoire de choses très matérielles, très concrètes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, je ne me suis pas senti porté par une réflexion dont j'aurais pu remplir des pages.
Simplement, je me suis laissé entraîner par des éléments concrets, comme je le répète, voilà, qui produisent à chaque fois un effet. Et cet effet, il va être lui-même mis en brèche par une autre situation concrète. Et c'est comme ça que je ressens le roman. Mais je préfère dire ça sans gêne, alors que je veux bien lire, bien sûr. Hein. Oui, oui. Si vous n'y tenez pas, c'est pas obligatoire. Hein. Non, mais après tout, je trouve que c'est une bonne idée. Ou si quelqu'un veut lire à ma place, ou si c'est toujours possible, quoi. J'en voudrais à personne. Et non, c'est bien. C'est que ce que je veux dire aussi, moi, je vais lire un petit peu, mais c'est que je démarre. Après tout, pourquoi je ferais pas un peu de commentaires, quoi. C'est-à-dire que je vais lire quand même. Mais alors, il y a aussi cette situation où on est, comment dire, où je suis vraiment dans le désir, au départ, dans mon travail d'écriture. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je sais que je vais écrire, que quelque chose se produira. Je suis un peu en même temps à la recherche que quelque chose se produise, mais il ne faudrait pas que ce soit artificiel, quoi. Ça ne tiendra pas le coup si c'est artificiel. Si je n'ai pas de motivation, si je sens une motivation affective, je peux démarrer, mais il faut que cette motivation affective, elle soit suffisamment dense pour que je fasse, enfin, au moins 140 pages, quoi. Que, à la page 20, j'arrête pas en disant, ça y est, j'ai épuisé le sujet. Parce qu'on peut épuiser le sujet. Et donc, le travail que j'ai, c'est que j'essaie de... Je m'en rends pas très bien compte. Je suis dans la première phase où je les vois... sortir de l'aéroport de Catane Fontana-Rossa. Et pourquoi ils sortent de là? Parce qu'ils ont prévu de s'organiser une semaine de vacances. Et à partir de là, je comprends le sentiment du premier de Louisa, qui est la femme du couple, que je vais commencer à explorer, mais que je connais pas encore. Mais je sais une chose sur elle, c'est qu'elle a une envie irrépressible de se jeter à l'eau. Elle est en vacances en Sicile. La première des choses, avant même d'atteindre l'hôtel et après avoir loué la voiture, l'hôtel possédant elle-même une piscine d'eau de mer, par exemple, elle voudrait, elle, aller sur une plage, sur quelque chose d'authentique. Et puis, en l'écrivant, je me dis, mais faut pas croire, c'est pas si idiot que ça. Parce que quand tu t'offres une semaine en Sicile et qu'il commence à faire une belle saison, tu peux avoir envie d'aller au bord de la plage. Mais moi, mon souci, c'est pas que cette discussion, c'est le fait que j'ai un roman à faire. Et donc, qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, je me suis dit, tu la suis et le plus longtemps possible, tu restes avec elle. En train de marcher sur la plage. Si tu es capable d'écrire une trentaine de pages de quelqu'un que tu suis et que tu vois de dos et qui va tenter de se baigner, bien que la mer soit peut-être un peu froide, tu auras gagné. Tu vas démontrer que tu es susceptible, que tu es capable d'écrire une histoire comme ça, enfin, ou du moins d'écrire quelque chose sur le simple fait que tu as envie de te baigner. Parce que moi-même, j'avais envie de me baigner à ce moment-là, c'est-à-dire que je ressens que c'est un début de récit. Mais évidemment, et comme d'habitude, j'en suis incapable, et donc au bout de 20 pages, je peux même dire que je n'atteins pas les 20 pages. Et donc, ou du moins je les développe, mais je sens bien qu'il y a des artifices, etc. Et il est grand temps que je me mette, que je pose un obstacle à cette marche sur la plage. Et cet obstacle, c'est ce que vous avez dit, et qui détermine le roman, et qui est cet accident qu'il vous rencontrez. Où je me dis aussi, c'est pas surnaturel, c'est pas si grave, enfin si surprenant que ça, que en louant une voiture, en prenant le volant, dans une route qui est défoncée, qui n'est pas la bonne direction en plus, qui n'est pas carrossable et tout, ce n'est pas exceptionnel qu'il y ait un accident.
C'est d'ailleurs l'argument que se tient à lui-même et que tient aux autres Melville, le conducteur. Oui, c'est ça. C'est l'argument qui va tenir tout le long du récit. Oui, c'est ça. Pas extraordinaire. Sauf que l'objet du truc, c'est que moi, je suis en train de l'écrire, quoi. C'est ça. Donc, je suis quand même pas sûr et certain de moi. Mais voilà, c'est arrivé. Et les choses arrivent encore davantage quand je reviens en pensée que j'ai dit deux choses qui n'ont l'air de rien et que je ne savais pas exactement si je retiendrais ces éléments. Puis après, je passerai sur le roman lui-même. Mais dans le début, Louisa, du moins le narrateur, c'est-à-dire Melville, qui lui raconte donc l'histoire, exprime le fait que c'est un couple en difficulté, qui a choisi de venir en Sicile pour essayer de, comme vous avez dit, ils vivent certaines turbulences, comme on peut dire pour un couple, et ils viennent en Sicile pour se réconcilier. Voilà, c'est une séance de réconciliation. Mais je me dis, mais d'accord, tu as écrit ça, mais qu'est-ce que tu en fais, quoi, je veux dire. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est le fait que, on construit des personnages sur des choses incomplètes ou à partir de choses incomplètes. Et sans que j'en fasse une grande, enfin c'est pas une pensée, etc. Mais je pense aussi que on n'en a jamais fini avec la description d'un personnage, et on n'en a jamais fini avec son début. C'est-à-dire que cette chose qui est lâchée, qui est anodine, c'est-à-dire il dit cela, voilà, notre couple bat de l'aile, on pourrait dire. Et dans ce cas-là, il faut en faire quelque chose, dans la mesure où j'ai moi une sorte de responsabilité, quoi. Et puis il y a ce choc, et ce choc, comme vous l'avez dit, il met en cause, lui va être dans le déni, c'est-à-dire que il va, et j'en terminerai avec ça, il va décider de passer outre, c'est-à-dire que s'il y a eu choc, il y a eu donc eu quelque chose, ou quelqu'un, un animal, un être humain, etc. On est dans cette situation où je vais maintenant développer le fait qu'ils sont sous le coup d'un événement important, quoi. D'un événement qui met en cause leur séjour et qui met en cause leur état d'esprit, quoi. Alors, le grand 1, c'est... Comme ça, vous êtes dans le contexte. Comme ça, on est... sorti de l'aéroport de Catane Fontanarossa, j'ai engagé la voiture de louage dans le premier rond-point, vers le nord, direction Taormine. L'idée que nous commencions nos vacances me réchauffait le cœur. De temps à autre, Louisa tournait les pages de son guide touristique de la Sicile. Ainsi, j'oubliais nos derniers instants passés ensemble, proches de la séparation, car cela vaut la peine d'être retenu. Après ces journées difficiles, nous avions besoin, l'un comme l'autre, de calme et de repos. Plus loin, la mer a surgi d'entre les arbres courbés par le vent. J'ai ralenti l'allure devant une pancarte indiquant la première plage venue, l'icône d'un parasol suivi d'un cornet de glace. Sans réfléchir, en vérité, j'ai pris d'office la sortie d'autoroute pour gagner la voie de raccordement, une zone de travaux où supposait-elle, car plus rien n'était indiqué cette fois. Ni panneau routier, ni balise de chantier, seulement un avertissement. Attention, sortie de camion. En italien, mais je ne parle pas l'italien, ou si peu. De là, bifurquant vers la droite, nous avons roulé sur un chemin de terre battue, bordé par une végétation luxuriante, sans que cela inquiète Louisa, qui cependant m'a demandé ce qu'on faisait sur cette piste. La voiture a débouché sur le parking d'un snack-bar, l'endroit occupé par des machines de chantier et des empilements de matériaux derrière des grillages paraissait désert à première vue. Mais qu'importe. Plus loin, c'était de nouveau le symbole du parasol dessiné à la peinture rose sur un panonceau en bois défraîchi.
Notre chemin de terre se poursuivait au-delà du parking, puis disparaissait parmi la végétation, juste après le premier virage bordé par un pylône électrique. J'ai conçu sans peine qu'un peu plus loin, sur notre gauche, on rejoignait directement la nationale et la voie de raccordement. J'ai proposé une courte halte à Louisa, le temps qu'elle découvre la mer. De toute évidence, la plage, indiquée pauvrement, certes, mais indiquée, n'était pas très loin. Suffisait de traverser ce terrain vague qui s'étendait devant nous, occupé en partie par les outils de chantier et les tuyaux de béton géants. L'atmosphère n'était plus pas lumineuse, pas franchement. Pour un premier jour de vacances, c'était même assez décevant. Je suis entré dans le snack bar. Le barman se tenait accoudé derrière son comptoir. Je lui ai commandé 2 cafés express en indiquant le percolateur. Il a posé sans un mot, mais ça m'était égal, les 2 consommations sur le comptoir et je suis ressorti encombré des 2 tasses et de leur soucoupe en poussant la porte battante avec mon mocassin. Dehors, le vent s'était mis à souffler. Il transportait avec lui non les effluves marins, comme je m'y attendais, ce qui m'a de nouveau déçu, mais une poussière jaunâtre et grise, ce que j'ai attribué à la présence des engins de chantier. Louisa patientait en lisant son magazine acheté à l'aéroport, appuyé contre l'aile avant de la voiture. J'ai franchi le pas malgré le risque couru de manifester mon humeur. En avait-elle fini, oui ou non, avec son magazine, et que tout recommence de notre discorde de l'avant-veille. Mais elle a plié consciencieusement la revue avant de la ranger, tant bien que mal, dans la poche arrière de son jean. D'un autre geste, elle a dit sa déception de ne pas apercevoir la mer. Par contre, elle a manifesté son plaisir d'être là au milieu de nulle part, après ces 3 longues heures de vol. Oui, c'est assez long. Hein. On peut s'arrêter là, ça donne déjà à entendre le texte. Et justement, j'ai une question par rapport à ce début qui est, avant même le choc, est déjà placé, on dirait, sous le signe de la déception. C'est, vous l'avez dit, une semaine de reconstruction, de réconciliation. Et déjà, en quelques pages, les personnages sont déçus par le froid, la mer qui ne voit pas, les embruns qui ne sentent pas. Est-ce que tout n'est pas joué d'avance finalement, avant même l'accident ? Non, tout est annonciateur. Mais là maintenant, ça fait tout le temps qu'on a discuté, je suis sur le début. Et donc si on reprend sur le début, il faudrait que je continue, il faut que je trouve le moyen voilà, mais eux bifurquent, c'est ça. Et c'est eux qui doivent bifurquer, mais pour qu'ils bifurquent, il faut que je les incite un petit peu quand même. Donc effectivement, lui, comment ça se passe ? En fait, je me dis en écrivant, ça se poursuit sur l'idée de couple. Mais il vient de se produire quelque chose qui fait basculer la situation. Et donc, cette situation qui bascule, comment je peux l'exprimer ? C'est, par exemple, quelque chose d'un peu presque simplet, c'est-à-dire que lui, il démarre, il est dans le déni, mais en même temps, sa paranoïa lui indique que... il se lance en avant dans une chose qui est inexplicable et inexpliquée. C'est difficile. Et il faut que je lui donne une sorte de, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de matérialité. Et il va donc décider de ne pas gagner immédiatement l'hôtel, parce qu'il est en train de se dire, il le dit intérieurement et prend garde de ne pas le dire à son épouse, je risque d'être rattrapé sur la route logique qui conduit d'ici à l'hôtel. D'autant qu'il a aperçu des gens dans l'hôtel. Enfin, il développe une sorte de... Ce qui fait que ça le fait virer, bifurquer, donc, et il prend une route direction l'Etna. Il s'arrête dans le premier village. Et donc, j'ai une séquence. Alors, si vous...
Mais je veux pas tout expliquer. Il faut qu'on arrive peut-être à échanger ou aussi pour que je puisse donner des explications, quoi. Enfin, pas des explications, mais avancer un peu, quoi. Oui, et donc justement, oui, il décide de quitter l'itinéraire principal pour l'hôtel. Il s'arrête donc dans ce petit village dans lequel, contre toute attente, il passe la nuit dans la voiture. Et il décide ensuite de faire appel à un carrossier, alors que vous dites au début, il dit qu'il a souscrit un complément d'assurance auprès pour la voiture de location, un complément d'assurance qui lui a coûté très cher, et pourtant il décide de faire appel à un carrossier. C'est à nouveau une décision, après les quelques décisions déjà prises, qui vont le conduire vers une situation fatale. Oui, oui. Je me dis à ce moment-là que j'ai entre les mains, si je passe sur l'histoire même de cette bifurcation dans un village où sans raison, au lieu, il passe la nuit d'ailleurs dans la voiture, ce qui n'est pas très confortable, alors qu'en fait il a un hôtel qui est réservé, sans explication, où j'en viens à cette idée que il est en train où le couple, parce que la question se pose déjà, sans savoir exactement ce qui s'est produit, se pose déjà la question de la légitimité de leur geste, quoi. Et je me dis, tu es en train ce n'est pas très facile, mais est-ce que écrire un roman, c'est comme ça partir sur une histoire de moralité, quoi, de morale. Et je le laisse. Il me semble que lorsqu'ils sont mis en face de ce qui serait la preuve du produit de l'accident, c'est-à-dire lui a écrasé quelqu'un, voilà. La situation fait que je suis en train d'écrire un roman qui va se centrer sur leur moralité, sur leur morale. Pourtant, c'est pas obligatoirement le rôle d'un roman, et aucun de mes romans n'a jamais parlé de ça. Pourtant, lui, il part où ça a parlé de ça, mais pas sous cette forme, quoi. Et donc, lui, il est sous l'effet les deux vont agir sous l'effet de la culpabilité. Et voilà. Oui, parce qu'effectivement, donc, à un moment c'est autour de la page 60, donc à peine au milieu du récit, il découvre dans un journal, on peut le dire sans dévoiler la suite du roman, mais il découvre dans le journal, presque par hasard, un tragique fait divers, la mort d'un enfant écrasé sur un chemin de terre. Et voilà, y a-t-il un lien avec leur accident? Ça, le texte, finalement, ne répondra peut-être jamais à cette question, mais c'est l'occasion pour vous d'explorer justement les réactions possibles de chacun de vos personnages, du déni, comme vous l'avez dit, jusqu'au cynisme absolu parfois pour lui. Est-ce que c'est cette explication-là psychologique psychologique ou morale, qui vous a motivé à écrire ce livre? C'est-à-dire que je comprends, là, je ne suis pas parti dans l'idée d'écrire un traité qui traiterait, comme son nom l'indique, de la morale, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas parti non plus. Cette histoire de culpabilité, elle doit pouvoir m'habiter comme elle nous habite tous, c'est-à-dire que tu es toujours soumis à une règle, on est toujours soumis à un ordre quelconque, justifié ou non, qui fait qu'on peut se sentir responsable de choses qu'on a produites, mais aussi de choses qu'on n'a pas produites. Et lui, il choisit cette voie qui serait celle de ne pas avoir produit quelque chose, de ne pas avoir... et donc, il développe effectivement des arguments au cours de leur visite. Ils ont quand même en tête le fait qu'il est nécessaire de poursuivre ce séjour sous la forme de vacances, et non pas sous une forme de problème. Et cette situation de vacances indique simplement que
Melville va développer des arguments qui ne sont pas automatiquement les mêmes que Louisa, mais nous sommes ici à ce moment-là au centre de la Sicile, c'est-à-dire qu'ils sont en train de la visiter et ils alimentent après avoir appris qu'ils en seraient peut-être responsables, ils alimentent cette forme de paranoïa qui s'empare d'eux. Mais à ce moment-là, je me dis que c'est quand même, ou je ne me dis pas, je me rends compte plus tard que c'est quand même le fait que j'ai choisi ce pays qu'est la Sicile pour qu'ils explorent, pour qu'ils passent des vacances. Alors il y a cette raison très simple qui est que il m'est arrivé à moi, mais comme à beaucoup d'autres, de me rendre en Sicile, voilà. Donc ça, c'est un pays de connaissance, on va dire, mais c'est aussi un pays avec ses caractéristiques, avec ses... je crois que ils sont au centre, et le centre de la Sicile, d'un point de vue touristique, si on se place comme ça, n'est pas du tout le même que le littoral, que les plages, le côté touristique, etc. On rentre là dans quelque chose qui est l'héritage de l'histoire, l'héritage de tout pays qui a subi ou vécu des situations différentes, pas de colonisation, mais aussi de présence, par exemple la présence grecque ou Carthage, et c'est ces choses-là, oui. Les Normands. Ou les Normands, oui, important, très important. Voilà. Alors, pour ce qui est, par exemple, des Normands et des occupations, c'est juste, j'ai la présence de Louisa. Et Louisa, elle a un discours culturel. C'est-à-dire que lui, il est dans le discours, comment je justifie, comment j'explique le fait, par exemple, dire, quand ça s'est produit, après tout, il y a d'autres voitures qui passent. Quelqu'un d'autre a très bien pu écraser, donc pas de problème du point de vue moral. Mais là, la situation, elle est que je suis toujours dans le roman, moi. Et je vois Louisa, que j'essaie d'explorer à titre personnel, c'est-à-dire je voudrais sonder sa réaction, voir la faire animer. J'en porte un peu la responsabilité, on va dire. Elle doit être présente. Et elle est constamment, il y a une chose particulière, elle est avec un guide touristique à couverture bleue. Et ça indique, pour moi, dans mon esprit, ça indique, vous savez, ces guides touristiques quand même plus importants que les guides touristiques que je ne méprise pas du tout, hein, qu'on lit aujourd'hui, je m'en sers aussi, mais qui vont vous indiquer la meilleure pâtisserie de Palerme et puis la plus belle pizzeria de Syracuse. Voilà. Et donc, elle est ailleurs, quoi. C'est-à-dire que là, il faut comprendre que c'est extrêmement important d'avoir un guide aussi lourd et de se pencher dessus pour pouvoir visiter de manière éclairée le site. Oui. C'est-à-dire que ça a l'air de détail comme ça, parce que c'est qu'une phrase au milieu d'un corpus, c'est qu'une phrase, mais aller sur... consulter le guide bleu, ou du moins celui que moi j'avais entre les mains au moment, parce que je suis allé chercher à un moment donné le document, ne serait-ce que pour comprendre le contexte historique, pour mieux me l'assimiler. Un guide bleu, c'est écrit petit, enfin c'est imprimé très petit, en italique. Il y a des sous-paragraphes, il y a des références, il faut aller c'est pas obligatoirement une sinécure de transporter ça avec soi quand on visite. On peut avoir des livres plus minces enfin voilà. Mais ça me donne une idée, c'est-à-dire que j'ai affaire à quelqu'un d'éclairé, et c'est pour moi une idée importante selon moi, de pouvoir percevoir quelqu'un. Alors que moi, j'ai peu de moyens étant donné qu'elle est, elle, simplement dans la réception des informations. Elle a vécu la chose, cette transgression, mais elle est toujours en obligation de recevoir les informations de Melville, de son mari, qui lui explique qu'ils n'y sont pour rien. Oui, mais
Mais je crois que dans des cas d'accident, je vous laisse. Beaucoup peuvent considérer à un moment donné, il y a eu un accident, c'est vrai qu'il est très grave, peut-être mortel et tout, mais en fait, je peux aussi, par un interstice de légalité éthique, on va dire, ou morale, eh bien, je peux considérer que c'est pas vraiment de ma faute. Les éléments ont fait que, se conjuguant les uns avec les autres, ça m'a amené à cette situation. Alors, il est prêt à spéculer sur n'importe quoi. Je veux dire par là qu'elle, pendant ce temps-là, elle est en train de regarder si, se rendant dans la vallée des temples, à Agrigente, ils vont, je sais pas pourquoi oui, ils vont, elle va pouvoir, elle, contempler les architectures de l'ordre dorique grec. Oui, et justement, avec l'ombre au coucher du soleil, l'ombre sur le temple Très qui rend une important. lumière bleutée. Mais justement, en fait, vous dites que c'est anecdotique, mais c'est pas anecdotique, parce que le guide de voyage revient souvent dans le livre. Et donc, justement, j'avais une question. C'est l'objet. C'est l'objet, oui, mais c'est aussi peut-être une manière pour eux de se raccrocher à une certaine forme de réalité ou de normalité. On a l'impression qu'ils ne voient ce qui les entoure que par le prisme du guide. Ils lisent ce qu'ils sont censés voir, ils lisent ce qu'ils ont devant eux. Donc ça, c'était une question sur ce... est-ce que ce guide, c'est pas un moyen pour eux de revenir dans la normalité? Ah oui, d'être de vrais touristes, quoi. C'est ça. Ouais. Oui. Et juste, j'enchaîne parce que vous parlez du personnage de Louisa. Justement, elle est assez ambiguë parce qu'elle semble être une femme plutôt indépendante. C'est elle qui tient les finances du couple. C'est elle qui... elle a une certaine forme d'autorité, elle exprime une volonté propre souvent, mais finalement elle n'agit pas et elle laisse Melville choisir tout décider. Donc est-ce qu'elle est totalement sous l'emprise de son mari ou est-ce que pourquoi n'agit-elle pas et est-ce qu'on peut finalement la sauver de ce marasme? Ben, alors le marasme, oui, mais la question de savoir si elle est ou pas dépendante de son mari, moi, je peux pas le traiter, ça, parce que je sais pas exactement en quoi ça consiste, la dépendance, parce que où est la dépendance dans la mesure où elle, par exemple, manifestement, à un moment donné, elle énonce le programme. Elle a tous les jours un carnet. Et puis, ce carnet, il contient le programme de chaque jour. Et ayant le programme, c'est elle qui décide ça. Après, lui, c'est matériellement, il doit s'organiser pour que ça fonctionne. Alors, apparemment, j'ai peu de moments où je peux démontrer comme ça qu'elle est en définitive pas si dépendante, mais que lui, il la sert, quoi. Il lui sert comment on pourrait dire, de serveur, quoi. C'est-à-dire, il constate, elle se plaint d'avoir trop de soleil, il va essayer de trouver une paire de lunettes de soleil, ce qui peut avoir un certain sens, par exemple, mais c'est pas si simple. Et c'est le fait que ça me démontre, à titre personnel, que la relation de couple n'est pas si simple à qualifier entre dominant, dominé, entre comment dire, responsable, irresponsable ou faisant accepter à l'autre. Enfin, je sais pas. En tous les cas, c'est pas un rapport de violence de toute façon. C'est quelque chose qui fait que selon les situations, je vais pouvoir explorer ça. Mais je sais pertinemment que et je reviens du couple à l'histoire enfin pas à l'histoire de la Sicile, du moins à l'interprétation de la Sicile, c'est aussi le pays mythologique. Enfin, c'est Ulysse revenant, enfin cherchant son chemin, il aborde, enfin il passe au large des côtes de Sicile, par exemple. Et il y a aussi le cinéma. Et moi, je baigne là-dedans dans la mesure où je travaille le texte dans son contexte. Je ne vais pas en parler ou je vais simplement l'évoquer, mais je pense au Guépard, immense film de Luchino Visconti. Et évidemment, je ne vais pas le traiter là. Ce serait peut-être presque trop simple d'en parler, mais ça pourrait devenir documentaire.
Donc ce n'est pas l'objet du roman, voilà ma vérité, mais il est clair que les personnages interprétés par Burt Lancaster ou par Alain Delon ou par Claudia Cardinal, je vous remercie. C'est quelque chose qui m'habite au moment de cette écriture, mais si moi ça me concerne, si je me sens concerné, alors que c'est dans l'intertexte, c'est dans le vide, je pense que la lectrice ou le lecteur, ça peut aussi lui le toucher. Mais évidemment, je ne suis pas allé rencontrer l'aristocrate qui se sent dépassé enfin, je parle de la situation du guépard, par exemple. Mais il y a un autre lieu aussi qui a son importance, c'est Louisa qui, émergeant de son guide à couverture bleue, dit, par exemple, énumère les villes qu'il va falloir faire. Elle a une ville par jour, quoi. Syracuse, Raguse, Taormina, quand même, il y a le théâtre antique. D'ailleurs, il passe lui à côté, il le voit même pas. Enfin, il faut reconnaître qu'il y a des grilles, et puis que c'est pas, si les grilles sont fermées, on n'est pas obligé de voir. Et ce que je veux dire, c'est qu'elle parle aussi de Savoca. Et puis elle dit... il faut absolument, on ne peut pas aller en Sicile sans avoir vu Savoca. Et puis, là, pour moi, c'est une interprétation que je donne, mais elle peut être ce que je souhaiterais évocatoire pour la lectrice ou pour le lecteur, c'est-à-dire que la démarche soit faite de considérer que Savoca, c'est une ville, un village minuscule. Vous montez à partir une dizaine de kilomètres à partir de Taormine, et puis vous arrivez, là il y a j'ai déjà dit, enfin une chapelle ou plutôt une église, et là il y a des escaliers, et si on prend la troisième partie du parrain, Francis Ford Coppola, c'est là que se fait assassiner le dernier de la famille Corleone. Et donc je suis en train de me dire à ce moment-là que le fait de choisir un lieu, d'abord, ça n'a rien de gratuit pour écrire un roman, mais que le choix est toujours à prendre avec beaucoup de délicatesse, parce que ce lieu lui-même, c'est un potentiel imaginaire à l'intérieur du récit, et c'est peut-être cette façon qu'on peut avoir de toucher une sensibilité qui n'est pas la sienne propre, mais qui est celle de tout le monde. Et comment dire, c'est à ce moment-là que je me dis, mais par exemple, ou pour le démontrer, je pourrais dire ça, si cette même histoire s'était produite en Toscane, ou en Lombardie, ou en Ombrie, enfin plus au nord de la Sicile, bien entendu, où la mentalité n'est pas obligatoirement la même, où le paysage n'est pas le même. L'opulence créatrice d'œuvres de la Toscane, ça n'a rien à voir. Enfin, on n'a pas ces mêmes paysages. Et donc, l'histoire, je ne l'aurais peut-être pas racontée pareil. Et donc, je voudrais savoir, alors, je me dis que concernant Savoca, si j'avais une explicitation, même pas mes façons de discuter, parce qu'après, je me dis, mais de quoi je parle? Eh bien, c'est comment je peux dire, le fait est que cette histoire de Francis Ford Coppola, qui lui a traité de manière ambitieuse le phénomène mafieux, enfin l'histoire de la mafia, mais il y a toute l'histoire aussi, le juge Falcone qui saute sur un pont dans sa voiture, enfin toutes ces choses-là, hein, bien entendu, les immenses procès de la mort de Tito Rina, enfin qui meurt dans une bergerie, enfin il y a des situations d'une théâtralité extraordinaire. Et donc je suis en train je pense que le fait, tout élément à l'intérieur du roman a sa place et est déterminant. Il est déterminant selon un degré donné, et c'est ce que j'aimerais parfois pouvoir explorer, quoi. Voilà. D'accord. Et par rapport justement aux personnages siciliens, il y a deux personnages
principaux, disons, en dehors du couple, notamment le serveur Roberto, le serveur de l'hôtel, Oui. et puis son beau-père Michelini. On n'est pas vraiment, franchement là chez les aristocrates désabusés du Guépard, pas non plus chez les mafieux, pas non plus chez les Corleone, Oui. plutôt chez, même si c'est pas en Sicile, mais on serait peut-être plutôt de l'ordre de Afro-Sale et Méchant. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Ben c'est justement dans ce que vous dites là, c'est dans cette logique que j'étais en train d'expliquer, d'exprimer. C'est-à-dire que je suis à un tournant du roman à un moment donné où il a affaire où Melville a affaire pour maquiller sa voiture. Enfin, il a cette trace qu'il n'a pas envie d'ôter, cette culpabilité, cette paranoïa. Et puis il y a cette parenthèse que j'ouvre concernant Savoca, par exemple. Et eh bien, je me dis que il faut, comme dans, c'est peut-être, si je peux dire une chose comme ça, une règle que je me fixe par rapport à l'écriture du roman, c'est s'il se produit quelque chose de minime, pas important, de quotidien, prendre un verre d'eau, et puis voilà, par exemple, le geste le plus simple qui existe, il faut déployer pour ça une énormité d'éléments linguistiques, enfin de cours, d'expressions, etc. Il faut embellir, l'entourer, enfin, etc. Et puis si par exemple on doit considérer un événement extrêmement important et tout, il faut le réduire à 3 lignes. Et il prendra sa place en tant qu'événement exceptionnel. Et donc, mon personnage mécanicien, il arrive là, après que j'ai songé à Savoca. C'est-à-dire, je me dis, tu ne vas pas te mettre à faire un lieu commun. Tout le monde attend que dans ton roman sicilien, tu introduises la notion de mafia. Enfin voilà, et puis que tu fasses venir un personnage. Puis j'ai même eu l'idée, à un moment donné, le père de Louisa, qui s'appelle Gozzoli, oui. Gozzoli, voilà, merci. Eh bien, que lui-même serait un parrain de la mafia, etc. Donc je me dis, ça y est, tu es en train de te liquéfier et tu as oublié la structure, tu as tout perdu, voilà. Donc attention doucement. Mais tu en as besoin. Eh bien, il y a une pratique que j'ai, c'est si c'est grandiose comme ça la mafia, tu vas le réduire. Et tu le réduis à quoi? À un pauvre garagiste, un pauvre. C'est un sadique aussi, mais bon, c'est comme ça. Garagiste, mécanicien, sicilien. Et tu fais enfin un tout petit mafieux, tout petit. Seulement le tout petit mafieux, il est plus dangereux que le gros. Enfin, du moins, pour ce qui est de Melville, il arrive à lui escroquer un maximum d'argent en si peu de temps. Donc voici cette idée. Et quand je dénomme un personnage, quand je l'aperçois, moi, en train de descendre de son bureau dans l'atelier où Melville s'est rendu pour faire réparer sa voiture, il est là, il est à tel étage sur telle marche, il va descendre d'un ou deux pas et tout. Moi, ça me donne le temps de l'apercevoir, mais je l'ai construit, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les personnages, de manière incomplète. Il est en train de se dessiner progressivement au fur et à mesure que mon champ visuel me permet de le considérer. Et je m'en suis aperçu après, en définitive, il y a encore un rapport avec la Sicile, c'est que lorsque Melville revient, à un moment donné, il y a une description, sans rentrer dans les détails, ça n'intéresse personne, à un moment donné, il y a le garage qui est représenté, et ce garage, il est au nom du garagiste. Et le nom du garagiste qui me vient à l'esprit, c'est Michelini. Et puis pourquoi Michelini? Parce que je me dis, ça résonne bien, ça sonne bien, 4 syllabes. En plus, c'est italien, mais il finit par un I, il devrait finir par un O, ça serait normal et tout. Et puis, bien plus tard, alors voilà, je l'ai installé, il s'appelle Michelini. Et c'est un nom que je sais, pas dérangeant, mais pas habituel, même italien. Je ne sais pas s'il y a des Italiens dans la salle, mais je suis prêt à tout. Ce que je veux dire par là, c'est une réminiscence. Et la composition des noms propres fait objet de réminiscence. C'est-à-dire que je me souviens maintenant d'une lecture d'un personnage qui s'appelle
qui est dans un récit composé de nouvelles, où c'est toujours lui qui revient. Il s'appelle Candido. Et si peut-être certains connaissent, j'avais lu ça il y a un certain temps. Et Candido, c'est une sorte de simple d'esprit à qui il arrive des tas d'aventures comme ça. Et puis face à la situation, pas face au réel, il est par exemple à l'hôpital, il trouve le moyen de subir une sorte d'épidémie alors parce qu'il a touché quelque chose qu'il ne devait pas. Enfin, il est toujours dans la confusion. Et ou par exemple un jour, il est en train d'attendre le bus et au pied de l'arrêt de bus, il y a des champignons qui poussent, et il est très pauvre, alors il cueille les champignons et il va les faire chez lui, mais c'est des champignons hallucinogènes. Donc voilà, il lui arrive toujours des tas d'esprit. C'est pour ça me revient, ça n'a rien à voir avec le bon livre, sauf qu'il a un petit frère, il a un frère qui s'appelle Michelini. Et donc voilà, ce Michelini, là, il est là, il devient très important. Je me dis, qu'est-ce qu'il a à voir avec Melville? Rien du tout. Mais il s'appelle Michelini. Et puis après, je dis, mais qui est l'auteur de Candido? Eh bien, l'auteur de Candido, il s'appelle Leonardo Sciascia. Et Leonardo Sciascia, il est sicilien. Grand auteur. Et puis, il a écrit sur la mafia, d'ailleurs. Maintenant, la mafia, c'est difficile de s'en débarrasser, mais... voilà ce que je veux dire. C'est pas comme si j'avais fait un tour complet. C'est que je ressens qu'il s'est produit quelque chose de juste. Je me suis pas trompé. Mais je n'ai pas de critères et je n'ai pas à prouver que je me trompe ou que je ne me trompe pas. Ça n'intéresse personne en plus. Et mais parce que vous dites à la fois que vous avez énormément de références autour du livre qui n'apparaissent pas forcément ou alors par toute petite touche, et en même temps que vous avez besoin de voir le personnage descendre l'escalier pour vous le représenter. Donc en fait, est-ce que vous écrivez le roman au fur et à mesure ou comment ça se passe? Parce que toutes ces références, elles sont là, mais vous n'avez pas encore défini le physique et le comportement de votre personnage au moment où il apparaît à la page peut-être 80 ou 90 du livre. Quand je parle du roman, je parle toujours par séquence. Je fais appel à telle séquence que j'ai écrite, mais ces séquences, je les ai écrites les unes après les autres, elles n'ont plus bougé. Je les ai écrites au jour le jour. C'est-à-dire qu'on peut en venir au dénouement, évidemment que je ne raconterai pas, mais il est celui-ci un moment du roman que je n'avais absolument pas prévu et qui est arrivé la veille. Voilà. Qui est arrivé la veille où j'ai dit, cette fois tu y as droit, il faut que tu termines avec ça. Mais il vient d'apparaître. Et il est tellement évident, lié à la situation migratoire, lié à la situation de la Sicile, et de notre façon à nous de le percevoir. Et puis lié à la situation... Mais je n'ai même pas à réfléchir à ça, ça vient tout seul. Après, je ne me dis pas, tiens, tu viens de décrire le touriste lambda qui vient de... Et tu as bien fait, parce que tu critiques aussi comment un touriste, on est un peu borné, mais moi, le premier, c'est de passer à côté, et puis d'avoir des lieux communs qu'on veut tout de suite... on veut tout de suite arriver dans un beau village, dans un beau port, manger une bonne pizza. Je me suis jamais interdit de manger une pizza en Sicile. Et donc, on adopte ces comportements. Mais je me dis pas en début de récit, attends, je vais t'écrire un truc qui sera une critique sociale du touriste en Sicile. Mais non, ça serait idiot. Enfin, ça serait mauvais. Oui. C'est déjà peut-être pas évident comme ça. Voilà. J'ai pas d'intention. Sauf que les deux, je les perds pas. Oui. Et puis s'ils étaient trois, je les mettrais trois. Mais un couple à trois, c'est pas évident. C'est compliqué. Ça n'existe pas d'ailleurs. C'est un trio. Un trouble. Et il y a peut-être des questions. Enfin, je sais pas, je vais pas faire votre place. Oui, oui, on peut. Enfin, j'avais peut-être juste encore une dernière question. J'en ai d'autres, mais effectivement, on pourra laisser ensuite les spectateurs présents vous poser des questions. Mais simplement pour en revenir justement un petit peu sur la question morale dont vous parliez au début. Dans vos livres. Vous dites que c'est seulement dans celui-ci que vous abordez la question morale, mais j'ai l'impression que dans les précédents aussi, malgré tout, par les situations qui sont souvent
extrêmes de meurtre ou de vol. Enfin, bon. Oui. Et le lecteur est toujours libre d'y apporter sa propre réponse par soit l'adhésion, parfois l'identification aux personnages qui, même s'ils sont un peu étranges, peuvent susciter la sympathie. Et d'autres fois, au contraire, par le rejet, le dégoût, le lecteur peut affirmer sa position morale par le rejet du personnage. Oui. Mais par contre, vous, effectivement, vous êtes complètement absent de ce débat. En tant qu'auteur, vous, auteur, vous ne prenez jamais. Et est-ce que qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette position? Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse d'être, comme vos personnages, parfois torturés ou pervers ou sadiques? Oui, donc, bon, il y a plus sadique que ça, hein, enfin, en soi. Hein. L'actualité nous rappelle qu'il y a vraiment plus sadique. La question, elle est que je vais en référer à la méthode d'écriture et puis sans aucune prétention, à la dimension littéraire, quoi. Bien, c'est simplement que, en définitive, comme c'est installé depuis le début, l'écriture est exprimée en jeu, entre guillemets jeu. Je fais ceci, je fais cela, je vais sur la plage, je vais chez le garagiste. Et donc, à partir de là, par exemple, je peux parler, le jeu parle c'est-à-dire Melville, parle de sa situation à lui en tant que mari de Louisa. Et il peut rapporter ce qu'il pense ou ce qu'il voit de Louisa, ou de toute situation qui peut être perverse, qui peut être... C'est-à-dire que le narrateur, c'est lui qui détient et qui décrit la situation jouée ou vécue par les personnages, et à qui s'adresse le narrateur, sinon à la lectrice ou au lecteur. Ce qui fait que le lecteur interprète, mais il n'interprète pas ce qu'est en train d'écrire l'auteur, c'est-à-dire moi, mais il interprète ce qu'est en train de dire le narrateur. Moi, dans une certaine manière, je délègue mon pouvoir sur le narrateur. Comme on fait, comme on dit quand tu vas voter et puis Procuration. Une procuration. Alors après, au narrateur de se débrouiller avec la procuration. Et moi, je peux toujours affirmer que c'est une œuvre de fiction. Mais en même temps, alors il y a une chose que je reconnais comme si c'était une faute. C'est pas moi qui vais aujourd'hui condamner, en écrivant un roman, condamner le comportement d'un tel ou d'un tel. Parce qu'on est dans une sorte de liberté qui n'est pas que la liberté des personnages à faire ce qu'ils ont envie, mais la liberté de la lectrice ou du lecteur d'interpréter et de vivre la situation comme elle ou il en a envie. Et on n'est pas... Par exemple, si j'étais juré dans un tribunal, je pense que je ne serais pas là à dire « Attendez, moi, dans les romans... Non. Voici quelqu'un, ce Melville, je ne lui confierai pas mes enfants. C'est évident. Mais ce n'est pas raconté. Et je crois que c'est lui qu'il faut suivre. » Non, je me suis permis, mais je peux continuer, mais je ne veux pas non plus vous faire... Est-ce que quelqu'un a une question sur le roman? Oui. C'est pas vraiment une question, mais vous parlez des noms des personnages. Melville lui-même, il a quand même un nom que vous avez choisi au hasard, ou Ahmet, c'est quand même pas... Ahmet, ça venait tout de suite sur la référence à Dachiel Ahmet, ça venait tout de suite. Je me suis dit, bon, tu es déjà en train de tricher, pourquoi tu t'amuses avec ça? Ça regarde personne. Et puis, ça me plaisait, il me plaisait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il résonne bien avec faut pas que ça... J'ai pas envie que ça heurte l'oreille. Chaque prénom, quand je le travaille, quand je le recherche, ce qui prend beaucoup de temps, et je ne commence pas le roman sans avoir le prénom définitif, c'est vraiment comme une forme de jeu obligatoire, mais je suis dans... Il faut qu'il y ait une certaine musicalité, quelque chose qui ne heurte pas. Et de la même manière que quand on a fait connaissance de quelqu'un,
qui est devenu un ami ou une amie, eh bien, le seul fait de prononcer le prénom qui au début vous choquait, par exemple si c'était le cas, le seul fait que ça vienne, comment dire, musicalement à votre oreille, enfin le seul fait que vous connaissiez mieux le personnage, ça fait que on le sent bien. Et donc Melville, je l'ai pas bougé. C'est des consonnes douces pour moi, Melville. Et c'est vrai que ça fait référence en même temps. Je me dis qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans, Herman Melville, le capitaine Achable, la recherche de la baleine. C'est même un roman, moi, évidemment que j'ai pu aimer, mais que je n'ai pas compris entièrement, je crois. Donc, mais Melville, ça va bien. Et puis, il n'est pas obligé de s'appeler Jean ou Pierre, quoi. Voilà. Mais Ahmed, c'est quand même aussi. Alors, Ahmed, c'est une forme d'admiration que je porte au travail de Dashiell Hamet, et puis à son existence. Enfin, il y a un livre qui est intéressant, c'est sa fille qui a écrit sa biographie. Enfin, vous connaissez, donc, et c'est vraiment intéressant. Je suis déjà dans le contexte là, mais je suis dans le contexte inversé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, leur chambre est fouillée par la police. Ils deviennent fuyards, donc leur chambre. Voilà. Et donc là, il y a un policier. Là, et le policier, il est typiquement policier. Il a un borsalino, il est en costume. Moi, j'imagine bien dans un film un policier. C'est pas difficile. Enfin, je le vois bien. Je le vois dans un film de Polanski, moi. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que Dashiell Hamet lui-même, avant d'écrire, alors qu'il avait des gros problèmes d'argent et tout, ce qui me le rend sympathique aussi, avant d'écrire, il travaillait à l'agence Pinkerton. Et tu ne fais rien aux États-Unis en 1940 sans passer par l'agence Pinkerton quelque part, quoi, voilà, là, et spécialisé dans la fuite, enfin dans la recherche des comment on peut dire, des escrocs dans les trains ferroviaires, voilà. Et donc il y a toute cette aventure qui est évoquée, et moi ça me donne peut-être un peu de dynamique pour m'enfoncer dedans, quoi. Mais la dynamique chez lui, ça s'inverse vite, quoi, hein, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Pourquoi Taormine alors qu'il passe devant sans même voir le théâtre? Parce qu'au début, c'est ce qu'il avait prévu. À cause du guide bleu? Oui, à cause du guide bleu, oui. C'est le lieu qu'il a prévu et c'est vraiment où il a prévu de se rendre, quoi. Donc c'est indispensable. Et j'ai trouvé que c'était plus simple de mettre à Taormine, le lieu où il doit se rendre. Mais les autres endroits non plus, il reste pas très longtemps, il est toujours en situation de difficulté, quoi. Et quand il est à Taormine et qu'il passe devant les grilles du théâtre antique et il n'entre pas, là il est... Oui, eh bien, c'est parce qu'il a d'autres préoccupations à ce moment-là. Ils sont en train de se disputer? Non, à ce moment-là, il est en train de se dire, je trouve que le carrossier, il est cher. Hein. Ah. Donc ça l'écœure un peu et ça vaut le coup de rater le théâtre grec, le théâtre antique. Ça vaut le coup. S'il était en autre disposition, il aurait attendu Louisa qui, elle, voulait le voir. Donc ça permet d'échafauder. Dans le texte, enfin, moi je dis ça, mais c'est ce que je souhaite, c'est que dans le texte, par exemple cette question du théâtre antique, eh bien que dans le texte, on lise le texte, mais qu'on lise ce qu'il y a entre les lignes. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, ou alors il exprime un peu le fait que Louisa, elle aurait été intéressée, mais le fait qu'il considère qu'il est en position psychologique, on va dire, de renier un peu cet élément que Louisa aurait aimé voir, parce qu'il vient de débourser une somme importante d'argent qui lui a été escroquée par le mécanicien, eh bien... il ne le dit pas. Et donc, ça implique plein de choses. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus de choses dites dans ce qui est complémentaire de ce qui est dit dans le texte, si vous voyez. Je suis peut-être un peu compliqué, mais nécessairement. Et je pense qu'un livre
devrait se lire comme ça. Quand je donne des informations Savoca, il suffit de s'arrêter, de prendre un dictionnaire, pourquoi pas. Enfin, voilà, de dire, mais pourquoi elle dit ça? C'est-à-dire, après, on a tout le temps, sur un texte relativement court, en même temps, de le développer dans sa tête, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais là-dessus, vous avez raison. Hein. Un autre détail aussi, c'est Louisa, elle a l'air très organisée. Je crois, oui. Et alors, quand vous partez en vacances dans un pays de soleil, comment fait-on pour oublier ses lunettes de soleil? Alors, elle les a oubliées sur le... Ben, moi, je les oublie une fois par jour. Hein. Non, mais c'est une femme, elle est organisée. Elle Elle les va oublie. dans un pays où elle va se baigner, elle va aller à la plage, elle oublie ses lunettes de soleil. Parce que le matin, quand Ils elle... se sont disputés avant de partir. Alors, ils se sont, avant de partir, avant de prendre l'avion, ils se sont disputés, si je reprends chronologiquement, mais la paire de lunettes de soleil, elle les a laissées sur sa table de nuit. Mais à l'hôtel. À l'hôtel. Et le matin, si vous voulez, elle ne s'est pas réveillée. Elle n'est pas partie sans. Elles sont sur la table de nuit de l'hôtel. Voilà, c'est plutôt ça. Et elle ne s'est pas réveillée, et lui, il lui a préparé. Elle a eu un petit déjeuner extrêmement rapide, fait de choses très délicates, de fraises, de fruits, de choses comme ça. Puis après, elle est partie. Mais elle est partie, donc ça signifie qu'elle est partie en précipitation. Et donc, elle pouvait très bien avoir oublié ses lunettes de soleil, quoi. Alors, pour moi, c'est que je les appelle lunettes solaires. Donc là, je reviens au système solaire, enfin pas au système solaire, aux travaux comment on dit, les travaux des jours, du travail et des jours. Mythologie, enfin bon, bref, non, c'est peut-être pas encore trop ça. C'est l'aspect solaire, c'est que Melville, elle dit qu'elle a mal aux yeux. Et Melville, mine de rien, il s'arrête, il va dans une pharmacie, et dans la pharmacie, il trouve, pourquoi pas en Sicile, et pourquoi il n'y aurait pas de lunettes de soleil vendues. Il a une discussion, il dit, mais même, on ne s'est pas compris avec la pharmacienne. Elle avait du mal j'avais du mal à comprendre ce qu'elle me disait, mais il achète la paire de lunettes de soleil. Et cette paire de lunettes de soleil, enfin, moi, je vends ça comme ça, enfin, je le vends comme ça, mais il lui offre... enfin, il lui propose, il lui dit, voilà, je t'ai acheté une paire de lunettes de soleil puisque tu les as oubliées. Et elle dit que ça lui trouble la vue, voilà, enfin, mais elle ne dit pas merci, elle ne dit pas que ça va bien. Et lui, il continue comme ça. Et je pense que, j'en rajoute peut-être un peu, mais j'en rajoute pas tant que ça, je pense que toute sa vie, c'est ça. Lui, il m'intéresse, c'est quelqu'un de Oui, vous n'êtes pas d'accord? C'est quelqu'un dont... Je pense qu'un être humain n'est jamais terminé, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai bien suivi ce qu'il a produit au volant de sa voiture et ce qui s'est passé, etc. Mais en attendant, il est au service de son épouse de manière, on le voit bien, il est très servile. Et c'est un petit côté, pour moi, un peu émouvant. Ah là, ça veut dire que c'est un fainéant. C'est pas en contradiction avec... Oui, oui. Il est en partie quand même au service de sa femme avec ses propres moyens à elle, donc il n'est pas complètement... Oui, c'est le père, mais il pourrait aussi ne pas le faire. Oui, bien sûr, il vit aussi aux dépens de son beau-père. Et il peut en parler. Oui, je crois, oui. Je pense que lui donne des bribes d'informations comme ça qui déterminent tout son être, quoi. Le professeur Gozzoli, il a dit que Melville, on me l'a rappelé, ça ne sait rien faire de ses 10 doigts. Bon, le Gozzoli, le beau-père, il ne doit pas être très content du couple. Hein. Il aimerait que sa fille, peut-être, elle ait fait autre chose. Peut-être, mais c'est suggéré. Mais moi, les gens que je connais, des fois, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'apprend jamais définitivement à connaître quelqu'un. C'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire que le territoire du roman, c'est quelque qui ne porte pas caution et qui
spécifiquement moral. Le territoire du roman, il ouvre toutes les possibilités et toutes les découvertes, quoi. Et ça passe par les personnages. Si je suis assis en face de quelqu'un dans le train, par exemple, je regarde, je suis pas en train d'observer, on lit chacun son journal et tout, mais vous savez, dans les carrés du TGV, vous êtes obligé d'être... Vous êtes pendant 2 heures en face de quelqu'un, d'une personne, mais vous-même, vous êtes une personne, vous pouvez être... Moi, je peux être observé. Je vais... Peut-être mon regard va le détailler et je vais construire des histoires inconsciemment. Tout le monde, bon, moi que j'en fasse un roman, c'est autre chose, mais tout le monde fait ça. Mais il y a la figure du personnage dans le TGV que vous voyez au moment où vous le voyez, puis après, il y a aussi ce qu'il a été. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on s'invente aussi? Peut-être, je ne sais pas pourquoi il a ce défaut, pourquoi il n'a pas de défaut du tout, justement. Il a l'air, vous êtes plus ou moins séduit, pourquoi pas. Et puis après, il y a de l'autre côté ce qu'il va devenir. Ça aussi, c'est une partie de son personnage, par avance. Il n'y a que le roman qui vous le permet, quoi. Ou le cinéma. À propos, on ne vous a jamais approché pour un film à partir de vos romans? Oui, si, il y a beaucoup de propositions, ça n'a jamais abouti. Non. Je le regrette. Des cinéastes, vous avez... vous savez, c'est très diversifié. Hein. C'est même des réalisateurs plutôt que des metteurs en scène. Parce que... je ne sais pas, par exemple, vous avez en ce moment en mettant, c'est la loi des... Enfin, c'est les séries, c'est toutes ces choses-là. Hein. Vous avez une série qui est sur Canal qui s'appelle Sur les hirondelles, et puis il y a la couleur noire, enfin, qui n'est pas une couleur d'ailleurs. C'est le nom d'une série qui passe sur... c'est un réalisateur qui a bossé pendant 1 an sur un de mes romans et qui n'a pas pu aboutir le film pour des raisons de production. L'économie du film, du cinéma, n'est pas du tout la même que l'économie du livre, quoi. Enfin, moi, l'économie du livre, je la connais pas trop, mais je sais que c'est peut-être des fois plus simple, quoi. Avant de mettre en, il y en a qui réussissent, mais avant de mettre en route un film, il y a une infinité jusqu'au dernier moment. C'est sensible à l'actualité de manière très et à la finance et à la. Oui, c'est très différent, quoi. Donc moi, les propositions. J'ai des appels d'acteurs, de choses comme ça, je le dis simplement, oui. Mais jusqu'à présent, rien. Pourtant, avec des droits qui sont bloqués, on peut bloquer des droits. On acheter les droits, les garder pendant 2-3 ans, et puis les lâcher après. C'est assez compliqué. Moi-même, je n'y comprends pas tout. Hein. Le notaire? Oui. Oui, le notaire peu ordinaire, il a été. Là, c'est aussi une actrice que vous avez vue sur Canal+, qui en a fait le scénario. Enfin, elle a confié le scénario je les ai rencontrés, on a discuté, et j'ai dit au scénariste, surtout, c'est pas de la maniaquerie d'auteur, surtout ne changez pas la chronologie. Ne changez pas l'organisation. Parce qu'il trouvait mon livre simple. Simple égale facile. Et moi, je dis en littérature, où là, ce qui est simple est compliqué. Est très compliqué. Alors, ce qu'il a fait, il a commencé par la fin, et puis il a mis le 3e au 4e, enfin, etc. Et donc, quand le producteur a lu, il a dit c'est parce que j'avais vu en lisant le roman et en donnant mon accord, donc le roman ne s'est pas fait. Le film ne s'est pas fait. C'est beaucoup de choses comme ça, vous voyez. Bon, on espère en tout cas qu'on verra un jour, peut-être Taormine ou quelques. Et il faudrait vraiment. Il faut que ça se fasse sérieusement, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, ou pas en série, ce serait ça ne relève pas de la série. Je suis d'accord avec vous, je vous remercie de me le dire. Oui. Oui. Mais j'ai une interprétation théâtrale d'un de mes romans, enfin de plusieurs romans, et ça peut des fois au théâtre jouer.
positivement. Oui, vous pensez au notaire, c'est vrai qu'il est... Très bien. En tout cas, on peut peut-être continuer la discussion de manière plus informelle et avec peut-être aussi une séance de dédicace, si jamais vous voulez, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le trouver. Et on peut continuer à discuter de manière plus détendue et moins formelle. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yves Ravet. Je vous remercie, c'est moi. Pour votre roman. Merci. Le roman de Yves Ravet, Taormine, est publié aux éditions de Minuit. La majeure partie de l'œuvre de Yves Ravet est publiée chez cet éditeur. Citons entre autres 3 jours chez ma tante, Adultère, Le Drap ou encore Pas dupe. Cette rencontre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 21 octobre 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio.